Bonjour, c'est Charles du blog Excel avec la bureautique et aujourd'hui je vais vous présenter le contenu vidéo en rapport avec mon article sur créer une liste déroulante sur Excel. Allons-y. Donc, nous avons 4 cas de figure que je vais développer dans cette présentation, en particulier comment créer une liste déroulante statique dans un cas très simple, une liste déroulante statique mais qui sera extensible en fonction des valeurs de choix que vous alimenterez. Et ensuite, nous verrons comment créer une liste déroulante dynamique. Alors, basée sur les données statiques, nous verrons ce que cela veut dire plus en détail. Et enfin, deux listes déroulantes dynamiques en cascade avec deux modalités. La première pour tous ceux qui ont une version plus ancienne, une version d'Office soit 2016, 2013 ou 2019, et une version pour tous ceux qui ont Office 365 qui a des nouvelles fonctionnalités très intéressantes en termes de tableau dynamique. Allons-y, premier cas de figure. Mon fichier Excel contient deux tableaux. En fait, le premier tableau à gauche indique c'est ma source de données. En fait, j'ai des produits qui ont des catégories. Et à droite, c'est la liste que j'aimerais pouvoir alimenter avec les menus déroulants. Donc nous allons commencer par le cas le plus simple, c'est-à-dire que je vais mettre ici un filtre, une liste déroulante avec les catégories, où il n'y aura que les catégories fruits et légumes, parce que je le sais, que même si j'ai des nouveaux produits, ce sera soit un fruit, soit un légume, et que ça ne changera jamais, donc j'ai envie de faire la façon rapide et simple sans m'embêter. Je vais donc le faire de la façon suivante. Je dois me rendre de Accueil à l'onglet Données et aller sur le champ qui s'appelle Validation des données. Lorsque je prends ce menu, ici, je vais avoir différentes options qui se présentent à moi, qui me permettent de déterminer qu'est-ce que ce champ peut recevoir comme valeur. Et dans les options, il y a liste. Et ici, je peux tout simplement écrire fruits, point virgule, légumes, et faire OK. Et à partir de ce moment-là, automatiquement, j'ai mon menu déroulant qui présente fruits et légumes. Il est clair que si demain je devais modifier ma liste de catégories et en rajouter, je devrais me rendre sur chacune des cellules où j'ai configuré ça pour le mettre à jour. Maintenant, si je veux rajouter une nouvelle catégorie, par exemple, je dois retourner dans le menu de validation. Ici, je peux faire point virgule et rajouter autre, par exemple, catégorie. Une petite option qui est cachée, qu'on ne voit pas toujours, s'appelle appliquer ces modifications aux cellules de paramètres identiques. Franchement, effectivement, c'est fait pour ça. Et comme une fois sur deux, on va oublier de la cocher, on va mettre à jour notre menu à un endroit et après on va dire mince, je voulais le changer, l'autre, je reviens. Et bien, il n'y aura aucune de mes cellules qui aura ces trois catégories, donc ça ne marchera pas très bien. C'est effectivement, si on l'utilise correctement, ça marche. Toutefois, comme on ne sait pas vraiment où ça va avoir lieu, des fois on n'aime pas le faire de cette façon et je vais vous montrer maintenant une deuxième façon de le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre dans en redis. On va adapter ça comme ça, vous allez pouvoir voir ce que je fais. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une feuille à côté que je vais renommer en ref data. Ce sera mes listes de références de données. Ce qui est pratique, c'est que je vais pouvoir ici mettre tout ce qui est un paramètre pour le reste de mes valeurs, de tout ce que je vais faire. Donc par exemple, je vais mettre ici mes listes de catégories et en dessous, je vais mettre fruits et légumes. Et dernière chose essentielle, je vais venir convertir ceci en tableau avec mon tableau comporte des en-têtes. C'est très important parce que maintenant c'est un objet tableau que je vais pouvoir réutiliser et je vais appeler ça table catégorie. Voilà. Ici, j'ai donc un tableau qui est constitué de deux valeurs, fruits et légumes. Alors, le tableau, c'est pratique, on verra à différents moments, ce sera toujours très utile de l'avoir. Et il y a un autre objet que nous allons pouvoir utiliser ici, ce sont ce qu'on appelle des noms. Ça s'appelle comme ça, en gestionnaire de noms. Il va falloir créer un nom qui va s'appeler ici. Ce sera une liste en fait de catégories. Je ne mets pas d'accent et je vais dire faire référence à. Et on va voir si jamais je sélectionne ça, on voit qu'ici il va bien nous mettre les tables de catégories. On voit qu'il n'y a pas de référence à des cellules. Il prend la table, toute la colonne qui s'appelle catégorie. Et donc demain, si on rajoute des nouveaux éléments, elle sera rajoutée ici. Et donc mon nom est créé. Je vais pouvoir me rendre maintenant
ici. Et au lieu de faire référence à ces deux valeurs-là, je vais aller de nouveau dans Données, validation des données. Au lieu de faire directement les valeurs, je vais mettre égal L catégorie. Je crois qu'il y avait un S, je fais entrer et on voit que ma liste est toujours la même. Maintenant, si je vais dans RefData ici et que je rajoute autre, je fais entrer. Si je reviens ici, je n'ai rien à faire, c'est automatiquement alimenté et à jour. Dernière chose, si jamais l'ordre ne me convient pas, ici si je fais par exemple trier de A à Z, donc autre passe en premier, vous allez voir que dans la liste, autre est également passé en premier. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, j'aimerais pouvoir définir le produit qui dépend de la catégorie. Donc ici, j'ai un menu déroulant qui s'affiche. Lorsque je choisis fruits, ils me mettent cette liste-là, ici. Et lorsque je choisis légumes, ils me mettent cette liste-là. Nous allons donc faire cette deuxième version. Nous sommes dans l'équivalent de ce que j'appelle le cas numéro 3, c'est-à-dire que vous avez la liste de vos catégories de produits sont parfaitement connues, parfaitement triées dans le bon ordre, et vous avez juste à puiser dans cette liste pour alimenter vos menus déroulants. Ici, ce que nous allons devoir faire, c'est d'arriver à trouver finalement une manière de définir un nom qui a une liste de valeurs comme ça, pour pouvoir faire la même chose qu'avec les catégories, c'est-à-dire configurer la cellule avec la validation des données pour s'appuyer sur cette liste. Seule particularité, c'est que cette liste, comme celle-ci n'est pas statique, elle est dynamique, elle va dépendre de la catégorie. Et donc pour pouvoir alimenter dynamiquement cette liste, il va falloir utiliser certaines fonctions. Ce que je vais faire, c'est d'abord essayer de trouver la bonne fonction dans Excel, dans une cellule à côté, et quand je suis sûr de ma fonction, je vais pouvoir l'alimenter dans un nouveau nom que je définirai. J'utiliserai cette formule pour l'alimenter, et après, je pourrai configurer ce champ pour utiliser ce nom. C'est des étapes intermédiaires totalement nécessaires. Alors, trouvons d'abord la formule qui va nous permettre de calculer en fait cette zone de sélection, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer la liste de valeurs qu'il sera nécessaire de calculer, d'identifier afin d'alimenter la liste de valeurs qui va présenter ici. C'est-à-dire qu'à un moment, on va pouvoir mettre dans données, validation des données ici, une liste qui sera calculée dynamiquement en fonction de la valeur de la catégorie. Alors la fonction que nous allons devoir utiliser ici s'appelle la fonction décalée. Décalée, si on regarde sa définition dans les fonctions d'Excel, ici, on retrouve la fonction décalée. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire, donner une référence à une plage dont le nombre de colonnes et de lignes est spécifié dans une cellule ou une plage de cellules. Alors en soi, ça peut paraître assez barbare à comprendre, maintenant je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible. Ça va permettre justement de calculer dynamiquement une plage basée sur des paramètres. On va pouvoir dire commence à la troisième ligne, troisième colonne à tel endroit, et selon telle valeur, décale-toi à droite ou décale-toi à gauche, va vers le haut, va vers le bas, et prend une sélection qui a telle hauteur, donc autant de lignes en partant vers le bas, et autant de largeur, c'est-à-dire de colonnes sur la droite. Donc c'est ce que nous souhaitons faire ici. Nous cherchons à déterminer une plage qui va dépendre de la valeur de fruits, qui va aller de compter le nombre d'éléments de fruits qu'il y a, et donc on va avoir une longueur qui sera 7 lignes, comme on le voit sur le côté 7L fois 1C, ça veut dire 7 lignes fois une colonne, donc il y aura 7 éléments si c'est des fruits, et il y aura 4 éléments si c'est des colonnes. Et donc il va falloir qu'on donne les paramètres à cette fonction pour pouvoir calculer dynamiquement ces plages. Alors au lieu de le faire dans cet écran, je vais annuler, je préfère le faire ici puisque l'autocomplétion est bien plus intéressante. Donc écrivons décalé. Quel est le premier paramètre? Le premier paramètre nous dit c'est quoi mon point de départ? C'est où mon référentiel de départ? On pourrait théoriquement prendre n'importe quelle cellule, puisque à partir de là, on dirait décale-toi de 8 sur la gauche et remonte de 7, etc. C'est pas très pratique, donc il est souvent beaucoup plus simple d'être pas très loin de là où on a notre plage définitive. Donc on va pouvoir lui dire par exemple, on veut commencer je sais pas, ici. C'est un point de départ comme un autre. Deuxième paramètre, il va nous dire, ok, ça c'est mon point de départ pour continuer ma plage que je vais déterminer par le point le plus
en haut à gauche de ma plage. Hein, donc, quand on sélectionne un rectangle, il commence toujours en haut à gauche et il finit en bas à droite. Il me dit, ok, je me décale d'où, de combien de lignes pour commencer. Ben, en fait, ça va être un paramètre variable, puisque si c'est des fruits, on va se décaler que de 1, et si c'est des légumes, on va se décaler jusqu'à la ligne 9, donc de 8. Donc ça va être une fonction de nouveau qu'on va ici déterminer par la suite. Je ne la remplis pas pour le moment et on verra après. Colonne, qu'est-ce que c'est? Ça me dit de combien de colonnes je dois me décaler. Si c'est une valeur positive, il doit se décaler sur la droite, et si c'est une valeur négative, elle ira vers la gauche. Quatrième paramètre, il me dit quelle sera la hauteur de cette sélection. La hauteur de la sélection va être également variable, puisque si c'est des fruits, il faudra que je compte le nombre de fruits et je pourrais lui dire voilà la hauteur de ma sélection, et si c'est des légumes, voici la hauteur de ma sélection, et donc ce ne sera pas la même. Et enfin, il me demande est-ce qu'il y aura plusieurs colonnes. Si de toute façon je ne lui renseigne pas cette valeur, par défaut ce sera 1. En l'occurrence, ce sera le cas ici, puisque je ne veux pas un tableau, mais je veux juste une colonne de valeurs. Maintenant, on a vu que décaler nous demandait plusieurs paramètres, et deux étaient variables, qui étaient lignes, c'est-à-dire je dois me décaler de combien de lignes pour commencer, et la deuxième paramètre variable, c'était hauteur, qui va me dire combien d'éléments il y aura dans ma sélection. Alors avant d'aller beaucoup plus loin, on va faire quelque chose qui va être tout le temps nécessaire. Je le dis, je le redirai, je me répéterai souvent à ce sujet. Toutes vos tables de valeurs, il faut les convertir en tableaux. Ça vous facilitera énormément la vie, puisque chaque copier-coller que vous ferez, déplacer, insérer, etc., les formules seront recalculées automatiquement par Excel, et régulièrement vous aurez des erreurs. Ici, c'est plus simple de convertir ceci en tableau. Donc on va faire un tableau de nos données de base. Donc je vais faire ceci. Ici, c'est mon tableau. Bon, T suffira. T catégorie produits. Ce sont mes catégories et ma liste de produits de référence. Et même ce tableau-là, on va dire que c'est mon tableau cible. Donc c'est bien ceci, mon tableau comporte bien des en-têtes, et on va le nommer T cible. Voilà, ceci étant fait, toute formule que je calculerai sera beaucoup plus simple et même plus claire. Plutôt que $A, $2, au moins on saura que c'est la première ligne de catégorie, on verra tout ça. Alors, on recommence. On a dans décaler les deux paramètres suivants qui nous intéressent, ligne et hauteur. Alors on va calculer d'abord comment on va calculer quelle ligne. Il va falloir utiliser une deuxième fonction très très utile qui s'appelle équive. Équive, alors on enlève comme ça, on a l'explication, c'est renvoie la position relative d'un élément dans une matrice qui correspond à une valeur spécifique dans un ordre spécifique. C'est très très long à expliquer, juste pour dire effectivement il va me renvoyer le rang. Alors dans une matrice, certes là en l'occurrence dans une colonne, donc ça va me suffire, et c'est exactement ce que je recherche. Je veux savoir quelle est la position de fruits, puisque je vais décaler ma plage de sélection d'autant pour savoir où est fruits, et s'il y a légumes, je sais que mon point de départ il sera plus bas. Donc équive de quoi? Qu'est-ce que je vais rechercher? Je vais chercher ce qui sera sélectionné ici. Donc ma valeur de recherche, c'est la catégorie de mon choix, comme on le voit ici, que je vais chercher dans la liste des catégories, et on voit tout de suite le remplacement. Vous voyez bien, pendant que je sélectionne, c'est une plage avec des lettres. Dès qu'il voit que c'est toute la colonne, automatiquement il le remplace par le tableau et la colonne. C'est extrêmement pratique. Et le dernier paramètre, c'est en fait savoir si c'est inférieur ou supérieur. En l'occurrence, c'est correspondance exacte, c'est ce qui m'intéresse. Donc je prends correspondance exacte, je ferme. Qu'est-ce qu'on a? On a NA. Pourquoi ton NA? Parce qu'on n'a pas sélectionné de catégorie et il n'y a aucun élément qui est vide. Voyons ce que ça donne si je choisis fruits. Il me trouve 1. Et oui, dans ma sélection, ce sera bien 1, c'est-à-dire c'est le premier élément de ma sélection. Si je mets légumes, il me trouve 8, puisque je dois ici, je suis à la ligne 9, mais si j'enlève la ligne de l'entête, on est bien à la ligne 9. Et donc équive, selon la valeur d'ici, me dit de combien je vais devoir déplacer ma sélection pour le point de départ. Deuxième fonction extrêmement utile qu'on va utiliser, c'est la fonction qui s'appelle nb.si. Alors voyons ce qu'elle définit. Elle dit détermine le nombre de cellules non vides répondant à la condition à l'intérieur d'une plage. C'est exactement ce que je fais. Je le dis autrement, ça va compter le nombre d'éléments qui respectent une condition.
Ma condition, c'est je veux savoir combien il y a de fruits. Donc, si dans cette colonne, il y a le mot fruit, je veux savoir combien. Et s'il y a légumes, je veux savoir combien. Et donc, je veux savoir quoi? Dans cette plage de sélection, de nouveau, il le remplace par le nom de la colonne, combien il y en a qui valent cette colonne-là. Ma valeur, hop, pas toute la ligne, je dis juste celui-là, la catégorie de mon choix. Et donc, ici, automatiquement, il va me compter le nombre de fruits. Voyons voir. Ici, quand je fais cette sélection, eh bien, on a en bas à droite, on voit nombre de cellules, c'est bien 7. Si je change ici et que je mets légumes, il me met 4, et là on voit bien qu'il y a 4 légumes. Ainsi, on a ces deux fonctions qu'on va pouvoir insérer, qu'on va mettre dans les paramètres de la fonction décaler, qui va nous calculer exactement la plage qu'on leur recherche. Alors, allons-y, décaler. Point de départ, alors, on va prendre produit, l'entête, on part de là-haut. On veut se décaler de combien de lignes? Eh bien, on a dit, je veux me décaler, ça dépend de la catégorie. Donc, je veux me décaler, je cherche légumes dans ce tableau-là, et je veux que ce soit absolument égal. Je vais me décaler dès que je trouve le mot légumes, c'est le point de départ. Ensuite, de combien de colonnes je vais me décaler? Bah, à 0, puisque ma sélection, là, on voit ici en bleu, c'est la bonne colonne, donc je ne veux pas me décaler. Et je veux aller quelle hauteur de plage de sélection? Eh bien, en fait, ça va dépendre. Je vais remettre ma fonction nb.si qui me dit je vais compter là-dedans le nombre d'éléments que j'ai de cette catégorie-là. Ah, il m'a encore pris la totalité. Voilà, c'est bien comme ça. Et, pardon, je ferme la parenthèse. Et dernier critère, c'est quelle est la largeur de ma sélection. Par défaut, ce sera 1, mais si vous voulez, on peut le mettre, ça ne gêne pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voilà, regardez. Ici, la fonction décalée m'a calculé exactement cette plage-là quand c'est légumes. Et si je change et que je mets fruits, on a bien la bonne sélection. Petit aparté ici, si vous n'avez pas Excel 365, vous n'aurez pas nécessairement le même affichage que moi, puisque, comme vous pouvez le voir, le résultat de décalé, c'est une plage. Normalement, dans une cellule, on met une seule valeur, mais maintenant, dans les toutes dernières versions d'Excel, quand il voit que c'est une plage, automatiquement, il remplit les cellules du dessus, comme on voit cet encadré ombré qui apparaît ici. Vous aurez peut-être une erreur ici, mais si vous avez parfaitement suivi ce que je vous ai dit, vous n'aurez pas du tout de problème à terme, puisque ces fonctions, elles existent bien dans Excel des versions précédentes. Tout à fait honnêtement, je ne pourrais pas vous dire si c'est Excel 2007, là on l'avait déjà, mais ça ne m'étonnerait pas, puisque c'est une fonction assez standard, je dirais. Donc on a la bonne fonction pour choisir notre plage. Et bien maintenant, on va pouvoir récupérer CTRL-X cette fonction. On va pouvoir effacer tout ceci, aller dans Formule, gestionnaire de nom, rajouter ma liste de produits. Je vais lui dire, eh bien, c'est cette plage-là de sélection qu'il faut considérer. Et ici, il ne montre pas les valeurs puisque c'est quelque chose de variable. Et on va pouvoir aller configurer ce champ avec données, mettre validation des données, liste, et lui dire égal L produit, et faire OK. Maintenant, ici, on voit la liste des produits qui apparaît quand on choisit fruits, et quand on change et qu'on met légumes, il y a ici la liste des légumes. Et voilà, on a nos deux listes déroulantes qui sont liées et qui sont sur une liste. Alors pourquoi je l'ai appelé statique comme au début? C'est que on a un petit problème aujourd'hui. C'est que une petite chose à bien noter, c'est que vous avez vu, la totalité de mes fruits sont bien regroupés, les légumes sont regroupés. Ce que je viens de vous présenter ne fonctionne que dans cette situation. Si on mélange les éléments, ici je trie les produits par exemple, on voit que les catégories se retrouvent mélangées. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici dans les légumes? Eh bien, on a concombre, courgette, endive et des fraises. Il ne me semble pas que ce soit le cas. Et pareil, si on choisit fruits, on a des concombres et des courgettes qui apparaissent. Pourquoi cela? Parce que on a dit dans la fonction équive, qui allait chercher de combien je devais me décaler, de trouver le premier élément de cette catégorie. Et on voit que les légumes se trouvent en troisième rang. Donc, il a compté le bon nombre. Donc, ma plage fait bien 4 éléments, mais il va commencer à ici. Et donc les premiers éléments des légumes, ici, on va voir ici, ce sera concombre, courgette, endive, fraise, ce sera 1, 2, 3 et 4.
puisqu'il y a bien 4 légumes, il a compté juste, mais il s'est tout décalé. Donc c'est très important, cette méthode ne fonctionne que si vous avez une liste qui est statique, c'est-à-dire bien triée, propre, que vous pouvez garder de côté et que vous ne touchez pas. Sinon, il va falloir utiliser d'autres fonctions. Si vous êtes un utilisateur d'Excel 365, il y a une autre fonction qui vient d'être ajoutée dans Excel 365 qui est vraiment extrêmement pratique et qui va nous faciliter la vie dans énormément de cas, et je vais vous la présenter de ce pas. Il s'agit de la fonction filtre. Et oui, regardez bien, si je fais filtre, ça me filtre une plage ou un tableau. Et j'ai deux paramètres, voire même un troisième très intéressant qui me dit de me donner un tableau résultat. Qu'est-ce que c'est le tableau résultat? C'est que je vais partir d'un tableau, je vais dire filtre-le-moi et donne-moi le tableau réponse, peu importe dans quel ordre c'est. Alors, qu'est-ce que je veux? En fait, ce qui va m'intéresser, moi, je veux récupérer cette liste de valeurs dans lesquelles je n'inclus que les catégories qui sont égales à celle-ci. Et en plus, si tu ne trouves rien, tu vas m'écrire ceci, par exemple, pas de correspondance. Faisons le test. Alors voilà, de nouveau cet affichage dynamique de Excel 365. Si vous ne l'avez pas, on va aller faire pour tout le monde la même chose. Je vais prendre cette formule. Alors de toute façon, si vous n'avez pas Excel 365, cette formule, vous ne l'avez pas. Donc je vous la présente dans cet état alors. Eh bien, il se passe quoi? Il se passe que ici, je veux choisir fruits, ça fonctionne. Ici, je vais choisir légumes, ça fonctionne. Et en plus, si je choisis autre, ah pardon, j'ai mal cliqué, si je choisis autre, il me dit pas de correspondance, ce qui serait quand même beaucoup plus élégant d'ailleurs pour l'affichage. Et enfin, faisons le test ici, c'est que si je retrie mes produits dans le désordre et que je resélectionne fruits, eh bien là, aucun impact. Pourquoi? Parce que la fonction filtre fait exactement comme si j'étais allé là, j'enlève tout, je dis je veux que ce soit égal à fruits, je fais entrer, et là, peu importe le tri, puisque comme j'ai filtré, j'ai toujours le bon résultat, et c'est exactement le rôle de la fonction filtre. Ce qui est juste dommage, c'est que à ce stade, la fonction filtre ne peut pas être mise comme une source d'un nom, c'est-à-dire que si je vais prendre la totalité là, de cette formule, que je vais la mettre dans les produits, ici, j'enlève tout et je mets ça à la place, entrée, eh bien ici ça ne fonctionne pas. Alors même là il y a encore une petite astuce, c'est là qu'on va aller réutiliser RefData, on va dire que ici je vais mettre produit filtré, que je vais mettre ici, donc on a cette fonction filtre qui fonctionne bien. Pour la forme je vais quand même, je ne sais pas si ça supporte les tableaux encore, les filtres, je vais le laisser comme ça. Alors ici on va aller faire la chose suivante, c'est que on va pouvoir bénéficier de la fonction filtre qui est quand même particulièrement simplifiée en termes d'écriture. Je vais aller dans Données, je vais mettre Validation, et au lieu de prendre la liste de produits, je vais dire, eh bien tu vas aller dans RefData et tu vas prendre cette cellule-là. Alors, pardon, il n'a pas tout effacé, donc on va l'effacer pour lui, voilà. Et on va dire, je veux cette cellule-là. Alors, c'est une cellule. Eh bien, il y a une nouvelle écriture qui apparaît avec Excel 365, c'est que si je lui dis, ouais, mais je sais que c'est un tableau, en rajoutant dièse à la fin, eh bien, je vais pouvoir avoir le bon résultat. Et voici. Donc, si je change maintenant, je mets un fruit, j'aurai bien la liste de mes fruits qui apparaît, et peu importe l'ordre finalement qui apparaîtra là-bas, puisque c'est bien la fonction filtre qui est utilisée. On va voir que ici, ça s'est correctement mis à jour. Voilà, vous avez donc appris pour les utilisateurs de Excel 365 cette nouvelle fonction filtre et également cette écriture avec un dièse à la fin dans les validations si jamais on sait que la cellule à laquelle on fait référence est un résultat de tableau dynamique. Alors, maintenant on va se soucier d'un peu tout le monde qui n'a pas la fonction filtre et qui aurait besoin d'avoir cette validation dynamique, peu importe dans quel ordre c'est écrit. Et là, on va passer à une difficulté un peu supérieure. Donc, j'enlève un petit peu tout ça. On va un peu nettoyer notre... hop là, pardon, c'est en données, validation des données. On va tout enlever. Et on va passer à la... Ah oui, oui, je suis d'accord. On va mettre ça. Voilà. Et ça, on enlève. Pour les autres,
Alors, il y a une solution et on peut quand même le faire, cette exécution dynamique, quel que soit l'ordre, en utilisant les tableaux croisés dynamiques. C'est la proposition que je vous fais. Certainement que certains d'entre vous trouveront d'autres solutions. C'est celle que je vous propose. Je suis un grand fan des tableaux croisés, donc souvent je trouve des solutions avec cet outil. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va aller insérer dans RevData, puisque c'est pratique d'avoir une feuille dans laquelle on a des données de calcul ou intermédiaires sans trop manipuler dans notre feuille où là, il y a les résultats. On va venir insérer un tableau croisé, on va aller directement chercher notre tableau ici, vous allez le voir, il va remplacer bien par le nom du tableau, et on va mettre notre tableau croisé. Qu'est-ce qu'on va faire apparaître ici? On va faire apparaître les catégories et les produits. Par défaut, c'est l'affichage qu'on a. Ici, il y a des paramètres des tableaux croisés qu'il va falloir aménager dans Création. On va déjà enlever les totaux. Hop là, les totaux généraux, je veux désactiver, pardon, j'ai dit activer. Voilà. Et deuxième chose, c'est dans la disposition, on va mettre en forme tabulaire d'une part, et en répétant, et enfin, on va enlever également les sous-totaux. Et en fait, on va avoir finalement un tableau qui sera toujours correctement trié et classé. C'est ainsi qu'on va pouvoir se calquer sur ce tableau calculé, qui est le tableau croisé dynamique, afin de faire la même chose que la fonction filtre finalement proposée par Microsoft pour les détendeurs de la toute dernière version. On va juste avoir un souci, c'est que les facilitations d'écriture qu'on a lorsqu'on a un tableau de cette sorte, on ne les a pas avec les tableaux croisés. Donc on va devoir un petit peu plus travailler pour pouvoir avoir ce même résultat. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On a besoin de calculer de la même manière cette liste de valeurs. En fait, on va faire exactement ce qu'on a fait avant avec décalé, équive et nb.si. Simplement, comme on ne connaît pas la longueur de ce tableau croisé et que malheureusement on n'a pas de facilitation d'écriture avec les tableaux croisés, eh bien, on va considérer la totalité de la colonne. Je m'explique. On va refaire le équive. Alors on recommence. Je cherche. Qu'est-ce que je recherche là-dedans? La valeur recherchée, elle est toujours là. Elle est toujours ici. Ça ne change pas. Dans quel tableau vais-je rechercher? C'est là que ça se gâte un petit peu, c'est que je dois chercher dans la colonne entière. C'est toute la particularité de cette chose, de cette fonction. Et en plus, on va bien faire attention pour pas que les références changent. On va cliquer sur F4 pour que avec les dollars, quel que soit le déplacement de cette formule, elle référencera toujours la colonne E. Et je veux que ce soit égal. Et donc, on devrait trouver toujours notre 2. Qu'est-ce que c'est que ce 2? C'est le point de départ. Donc, en fait, on a cherché dans la totalité de la colonne et il a compté également la colonne de titre. C'est pour ça que ce n'est pas là qu'il a trouvé fruit, mais bien à la deuxième ligne. Donc, il faudra prendre en compte cette variation également dans notre calcul de point de départ. Ensuite, on va faire le nb.si. Et là, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on veut calculer? On va calculer dans la totalité de la colonne avec $. Et je propose également de ne pas oublier de bien, en sélectionnant le nom de la feuille, parce que de nouveau, on va faire des copier-coller de formules. Vous voyez, on met RevData, point d'exclamation, ou quand je clique sur le nom de la feuille, Excel automatiquement me remplit. Hein. C'est la félicitation que j'ai faite. Je vais calculer dans cette colonne, F4 pour qu'il y ait les $. Qu'est-ce que je vais calculer? Je veux que le critère soit celui-ci. Et voilà. Et maintenant, j'ai bien cette bonne valeur. Et maintenant, je vais pouvoir réécrire ma même fonction décalée qu'initialement. Point de départ, qu'est-ce que je vais décaler? Je vais partir d'ici, cette fois. Et je vais bien mettre, alors on va l'écrire cette fois, je vais mettre ref data, point d'exclamation, ici, avec le $. C'est important et nécessaire. De combien de lignes vais-je me décaler? Alors là, on a vu, c'était la fonction équive, mais qui nous retourne 2. Parce qu'il y a le nom de la colonne en plus. Donc on va devoir rechercher toujours ceci. Dans quel tableau de recherche? Celui-ci, avec le F4. Et je vais mettre correspondance exacte. Maintenant, en fait, ici me dit, n'oubliez pas, il va se décaler de 2. Et en fait, ce n'est pas de 2 que je veux me décaler que de 1. En fait, 1 de moins, en fait, puisque je ne dois pas compter le titre.
Deuxième chose, de combien de colonnes vais-je me décaler 0, je suis toujours dans la colonne produit, on le voit ici en bleu, c'est bien l'encadré bleu ici qu'on voit brièvement qui apparaît. De quelle hauteur? Eh bien là c'est facile, et cette fois je peux calculer nb.si, quelle plage vais-je calculer? Eh bien ref data, point d'exclamation, je vais compter le nombre de fruits qu'il y a dans ce tableau. Dans le tableau $e, 2 points, $e. Voilà. Quel critère? Je veux que ce soit égal à ceci. Voilà, je ferme ma parenthèse. Quelle largeur? Toujours 1. Donc ça n'a pas changé. Et voilà, donc là, cette fois, ça fonctionne bien. On a trouvé notre bonne zone dans un tableau croisé dynamique qui nous permet en fait de faire la même chose que la fonction filtre. Cette fois, c'est ça que je vais faire CTRL-X. Donc ça, je peux effacer, c'était des calculs intermédiaires pour expliquer. Je vais de nouveau aller dans formule gestionnaire de nom. Produit, je vais de nouveau remplacer cette écriture-là et je vais mettre cette fois cette formule-là. Et je mets bien à jour. Et cette fois, on va aller voir ce que ça donne. On avait enlevé la validation, je crois. Voilà, on avait tout enlevé. Égal, elle produit toujours. Et voyons voir ce que ça donne cette fois. Cette fois, j'ai bien dans le bon ordre, alors que ici, j'ai bien que des fruits, alors qu'ici, on voit que les fruits et légumes sont mélangés. Et c'est le tableau croisé dynamique qui nous a permis de le mettre en bon ordre. Petite subtilité quand même, c'est que dans le cas du tableau croisé dynamique, si jamais je rajoute un nouveau fruit, par exemple pastèque, ma liste ne sera pas à jour immédiatement, parce qu'il faut recalculer le tableau croisé. Donc je devrais systématiquement faire actualiser tout. Et comme on peut le voir, je crois que la fonction apparaît ici, CTRL-ALT-F5 nous permet de faire ce raccourci. Donc c'est ce que je fais à mon clavier, je fais CTRL-ALT-F5. Là, le tableau croisé dynamique s'est mis à jour et la pastèque est apparue. Et quel est l'ordre d'apparition ici du menu? C'est celui de mon tableau croisé. Donc si jamais je vais par exemple faire le tri inverse de mes produits, donc on passe de pomme à banane, hein, pour bien s'en rappeler. Ici, on va passer de pomme à banane. Et si je change l'ordre, eh bien je peux du coup voir le résultat dans ma liste déroulante. Ceci dit, cette utilisation du tableau croisé dynamique, il peut avoir d'autres vertus. On pourrait par exemple imaginer que notre tableau de produits ait par exemple, nombre de ventes. Et je ne sais pas, on va mettre des valeurs un petit peu au hasard. Voilà. Et on va actualiser le tableau croisé dynamique, donc CTRL-ALT-F5 pour faire apparaître le nombre de ventes dans ce tableau. On va aller le mettre dans les résultats et puis on va venir trier par exemple du plus grand au plus petit. Donc on devrait voir apparaître les oranges en premier et les bananes en dernier. Donc allons voir notre menu. Alors si on choisissait fruits ce serait mieux. On choisit fruits. On a les oranges en premier et les bananes en dernier. Exactement comme ça, et ainsi de suite pour les pommes de terre. C'est donc pommes de terre et concombres en dernier pour les légumes. Et du coup, notre tri, en plus d'être dynamique, il dépend également du nombre de ventes. Donc quand les valeurs seront mises à jour, le menu présentera celui qui a le plus de ventes en premier. Donc on a aussi des avantages à utiliser le tableau croisé dynamique dans cette situation. Et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si jamais, n'hésitez pas à le liker, vous abonner à la chaîne, où j'espère publier plus de vidéos à l'avenir, et également venir voir l'article dont le lien est dans la description de cette vidéo pour en savoir plus et avoir également le texte qui accompagne cette explication. Eh bien, je vous remercie, à bientôt.